Vous le savez pourtant qu'il ne faut jamais écouter vos amis lorsqu'ils vous donnent des idées de raccourcis. Oui, mais vous étiez fatigué et il se faisait tard, alors pour rattraper le dernier train, vous avez coupé à travers champs, sautant par-dessus un minuscule cours d'eau pour vous éclairer à la lumière de votre téléphone portable. Vous marchez avec précaution, éclairant vos pas au fur et à mesure que vous avancez entre les mottes de terre de ce terrain vague. La brume s'est levée, donnant une ambiance presque fantomatique à votre environnement. Pas besoin de se raconter des histoires qui font peur pour frissonner. Un petit tour par le terrain vague après minuit et vous êtes refait. Vous faites taire les voix dans votre tête prédisant votre mort imminente et continuez votre route. Mais pour autant, rien ne dépasse. Les mains sont rentrées dans les manches et le cou est bien enfoncé dans votre veste, histoire de ne pas laisser prise. À qui ? À quoi ? Les voix dans votre tête sont de moins en moins dociles. Et ce silence, vous tueriez pour ne plus l'entendre. Vous respirez presque un peu plus fort pour briser cette atmosphère pesante, gardant un œil averti sur le sol. Un son brise l'air et vous tire de votre concentration alors que vous trébuchez. Vous n'êtes pas certain, à vrai dire. Une sorte de claquement qui a résonné au loin. Vous vous arrêtez et éclairez le paysage derrière vous pour la forme. Rien ne sort du nuage de brume qui vous entoure. Vous avez presque envie de crier pour vérifier qu'il n'y a personne, mais vous auriez trop peur de donner encore plus de détails sur votre position, au cas où quelqu'un serait à vos trousses. Qui serait à vos trousses ? Vous verrez intérieurement la raison. Mais l'heure de laisser parler la raison est passée depuis bien longtemps. Vous vous enfoncez un peu plus la tête dans votre manteau et faites un autre pas en avant. Catchi. Vous en êtes sûr cette fois-ci. Un cliquetis sinistre s'est fait entendre derrière vous. Vous ne bougez plus, terrifié à l'idée de faire un pas de plus. Impossible pour vous de définir ce bruit et c'est d'autant plus terrifiant. Un claquement, un cliquetis, le bruit du bois contre le bois ? Toujours immobile, vous attendez que le bruit se répète mais rien ne vient. Vous prenez une profonde inspiration et repartez au pas de course. Quoi que ce soit, cela n'augure rien de bon. Le bruit se répète. Plus près ? Vous pensez, mais vous n'êtes pas certain. Chaque bosse devant vous vous déstabilise. Vous fait trébucher, mais vous ne perdez pas de vue votre objectif. Partir d'ici. Vous ne pensez même plus à la gare ou à rentrer chez vous. Vous voulez juste partir. Ne plus être ici. Un nouveau trou dans le sol vous fait définitivement chuter. Tomber dans un bruit sourd qui vous paraît étouffant. Un long silence le suit. Vous n'entendez plus que votre respiration haletante. Votre cœur qui rugit dans votre cage thoracique. Gatti. Ce même bruit. Ce même claquement étrange qui, cette fois-ci, vous immobilise complètement. Vous n'osez pas vous relever, encore moins tourner la tête pour tenter d'apercevoir ce qui semble vous poursuivre. Alors que vous plantez les avant-bras dans le sol, vous sentez quelque chose vous saisir par la taille et vous tirer en arrière avec violence. Une nouvelle fois dans la nuit. Bonsoir et bienvenue dans ce premier épisode, ce nouvel épisode pour certains, de la librairie Yokai. Alors aujourd'hui, je suis en présence de Amandine qui va nous présenter un peu le concept de ce podcast. Bonsoir Mathieu et Bonsoir. Bienvenue à nos auditeurs pour cette nouvelle visite dans la librairie Yokai. Alors depuis la dernière fois, on a un petit peu bougé les meubles, on a installé les derniers sièges et préparé quelques boissons chaudes pour vous. Installez-vous. Mettez-vous à l'aise et préparez-vous pour découvrir un nouveau yokai. Cette semaine, on a un invité surnaturel qui est un petit peu spécial et c'est pour ça qu'on l'a choisi, c'est parce qu'il illustre notre émission. C'est en la personne du Gacha Dokuro. Un nom très facile à prononcer, dis-moi. Comme premier épisode, si tu te rappelles bien, je te laisse reprononcer le... Non, non, hors de question. Donc, pour petit rappel, ceux qui n'auraient pas écouté l'épisode, le premier épisode, on découvrait la Kuchisake Onna, qui est un nom extrêmement facile à prononcer, comme vous avez pu le découvrir tout au long du dernier podcast. Et donc, cette semaine, ce mois-ci, le Gacha Dokuro s'invite dans la librairie Yokai. Bon, on fait une promesse, c'est de prendre un yokai avec un nom plus facile la prochaine fois, d'accord ? Je te rappelle qu'on avait promis un yokai sympa. Ah bon ? Oui.
On avait dit un yokai un petit peu plus sympa. Tu veux dire pour le premier épisode? Oui, on avait le premier je m'en yokai souviens de ça. Oui, un petit peu plus sympa. Je crois que tu voulais dire pour le suivant, celui qui allait arriver après. Non. D'accord. Et du coup, voilà, un yokai un tout petit peu plus sympa que le premier, on peut dire ça comme ça? Oui. Un peu moins revanchard, peut-être? Un peu moins revanchard, oui. Ça fait toujours plaisir. Ça fait un petit peu moins mal à la bouche, n'est-ce pas? Mais avant de commencer, de se lancer dans le vif du sujet, on va peut-être remercier. Effectivement, on a été très étonnés pour vous expliquer un peu ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'on a lancé le podcast une première fois sur la plateforme de mon podcast Mensetsu. On a fait, en un mois, on a fait 1000-1500 vues. Ce qui est quand même déjà exceptionnel pour le premier numéro d'un podcast. Surtout lâché sur ton film Mensetsu qui n'avait rien à voir avec la choucroute. Qui n'avait rien à voir, ouais. Donc c'est vraiment... nous, on voit ça comme un exploit. Et il se trouve, on se disait, bon, on va le republier en janvier pour lancer la machine. Il va forcément faire moins de vues ou d'écoutes parce que vous avez déjà écouté le podcast, quoi. Donc vous n'allez pas le réécouter. Et il se trouve qu'en à peine un mois, on a dépassé la barre des 2000 et les abonnés, j'en parle même pas. C'est vraiment déjà on ne comprend pas. Parce que c'est qu'un seul épisode. Erreur, ça doit être une erreur, ça ne peut être qu'une erreur. Mais on est très contents. Ça fait super plaisir. En plus, on a eu plein de retours par mail. Tous bienveillants. Des conseils. On a eu des suggestions de yokai à faire pour les prochaines émissions. Des suggestions extrêmement amusantes. Je sais pas si tu te rappelles de ce mail. Je me souviens plus du nom du yokai, mais il avait l'air un peu... C'était le daron. Un peu, ouais, c'est le daron, quoi. Un peu au calme. Dans son fauteuil auprès de la cheminée, quoi. Je pense qu'on va le faire parce qu'il on va le faire. Ouais. C'est très humble qu'on revient pour ce premier épisode parce que c'est un peu de pression sur les épaules quand même. On sent qu'on va être attendu au tournant, mais on espère que ça va vous plaire. Et j'aimerais préciser un autre truc qui est assez incroyable, c'est qu'on avait dit dans le premier épisode que nos sources d'inspiration c'était Axolot et le Bureau des Mystères, et il se trouve que le Bureau des Mystères a parlé de notre podcast et on a même rencontré un des membres qui était de passage sur Tokyo. Donc ça fait extrêmement plaisir et c'était une rencontre, ma foi, fort intéressante et pleine d'émotions. Et on a parlé yokai, évidemment. On a parlé yokai dans des petites rues à Shibuya. On a demandé quels étaient les yokai du coin et quand on allait aux toilettes, on a eu peur. On a eu très peur. Et alors, pour ceux qui peut-être prennent le train en marche, parce que c'est possible, ma foi, on va vous faire un petit retour sur le concept de l'émission. Au détour d'une rue un petit peu flippante, vous venez de nous rejoindre dans la librairie Yokai, un endroit où on explore les contrées de l'imaginaire et des légendes urbaines japonaises à la recherche de ces créatures ou phénomènes mythiques qui sauront vous faire frissonner ou peut-être même sourire. On verra... Pas aujourd'hui, je crois pas, hein, mais... Peut-être pas. Mais certains yokai sont quand même du type un petit peu... Moi, je pense toujours à ce parapluie. Tu l'adores, ce yokai, pareil, il faudra qu'on le fasse un jour. C'est celui dont on a parlé à Shibuya aussi, le petit marcassin qui te court entre les jambes. Ah oui, pour te couper les... Alors, il vient pas de Shibuya, mais c'était un yokai que j'avais lu que quand tu faisais un adultère, que les hommes, hein, les femmes, ça marche pas, normal en même temps. Parce que, en fait, si vous avez fait un adultère dans la nuit ou dans la semaine passée, il va vous courir entre les jambes et vous couper les parties. Voilà, donc c'est un petit peu compliqué à faire pour les filles, n'est-ce pas? Et comme c'est l'année du cochon, en plus, faites gaffe. Hein. On aurait dû commencer par celui-là, on a été bête, ma foi. Et donc, pour revenir au concept de l'émission, ce bestiaire, cet univers des yokai, il est omniprésent dans la vie de tous les jours au Japon, mais il a aussi su s'exporter à l'international et imprégner en fait beaucoup d'autres cultures, notamment au travers, vous le verrez entre autres aujourd'hui, au travers des jeux vidéo, où très facilement le yokai vient s'inviter et mettre sa petite patte très personnelle. Donc rendez-vous ici, une fois par mois dans la librairie, pour découvrir un de ces yokai ensemble. Et on va donc passer au yokai du jour. Sans transition, c'est ça? Avec transition, si tu veux. Alors, le yokai du jour, il est pas vraiment discret, c'est un squelette géant, rien que ça. Alors, pourquoi il est géant? Parce qu'en fait, c'est un amas de multiples squelettes humains qui se sont agrégés pour former une créature géante qui peut faire jusqu'à 15 fois la taille d'un être humain. Donc ça va, c'est une taille assez honorable. Je pense que si ça vous attrape dans un cimetière la nuit, vous avez peu de chances de vous en sortir. Ça risque d'être compliqué. Voilà. Ouais. Et inutile de préciser évidemment que plus il y a de sacs d'os sous la bestiole, plus elle sera grosse. Mais qui sont ces pauvres airs qui se lancent dans ce travail d'équipe fou de construire un squelette géant pour nous faire peur? Des victimes de la guerre ou de la famine, en grande partie évidemment, et c'est sur des champs de bataille en fait, ou des villages ruinés, que vous trouverez des gachadokuro. Alors je vous avoue que les champs de bataille ou les villages ruinés, c'est plus quelque chose qu'on trouve facilement, mais ma foi... à part si vous faites du haikyo, c'est-à-dire de l'urbex, c'est ça? Urbex, oui. Enfin, en anglais et en français, j'imagine. Il y a plein d'endroits abandonnés au Japon où vous pouvez peut-être tomber dessus, donc faites attention. Alors, et j'aurais une question d'ailleurs. Vas-y, je t'écoute. Est-ce qu'on peut tomber dessus en journée ou c'est que la nuit? Visiblement, il n'apparaîtrait que la nuit. D'accord.
Du coup, ces victimes, qui sont devenues anonymes de par la façon dont elles sont décédées, en fait, elles reviennent sur Terre pour se venger en mangeant des vivants, parce que, comme dirait l'autre, faut pas se priver, ma pauvre Lucette. C'est assez... imaginer un squelette, donc avec la cage thoracique qui est ouverte, au final, manger... C'est bizarre, hein. C'est un peu bizarre, au final. T'es en train de débunker le truc alors qu'on est même pas... Il t'engloutit et tu passes à travers ses côtes, pourquoi pas, hein. Alors c'est la magie yokai peut-être. Ça doit être la magie yokai. Ouais. Mais alors je soupçonne qu'il finit surtout par te déchiqueter et te mordre plutôt que littéralement t'avaler. Finalement c'est un fantôme, je suis pas sûre qu'il ait besoin de nourriture. Peut-être qu'il mange ton âme plus que ton corps. Ah, ça fait plus peur déjà. Voilà. Et du coup, on insiste encore une fois, mais ce sont des anonymes qui composent le gacha de Kolo, parce que les nobles, par exemple, ils ont leur propre type de fantôme. J'ai découvert ça en faisant mes recherches, mais il y a une catégorie de fantômes qui sont les nobles. Et alors, tu sais comment ils s'appellent ? Ces fantômes nobles, on les appelle les Goryo. Donc c'est les yore honorifiques. C'est ça, exactement. D'accord. Oui, parce que alors en japonais, go et o sont des particules avant des mots pour le rendre honorifique. Par exemple, mizu, ça veut dire de l'eau. Bah, quand vous demandez de l'eau au restaurant, on dit o mizu pour être poli, quoi. Pour être plus poli ou féminin, selon le cas. Ça, je savais pas, le côté féminin. C'est plus féminin de rajouter le o en général devant certains mots. Alors imaginez, par exemple, la bataille de Sekigahara, où les villages privés de nourriture pendant les terribles années de guerre pour unifier le Japon, donc qui ont duré très très longtemps pour ceux qui ont des notions d'histoire japonaise. Et ce sont des tas de charniers, en fait, et de champs de bataille, où des corps sans vie étaient laissés littéralement à l'abandon, et où personne, en fait, ne pouvait leur donner les derniers rites pour pouvoir faire passer leur âme du bon côté, puisque selon la religion à laquelle vous êtes attaché, vous irez pas au même endroit. Mais voilà, ce sont surtout des corps qu'on a laissés sans ces derniers rites. Ces lieux portaient et portent toujours les stigmates naturels de leur passé, et c'est donc dans ce genre d'endroit que vous aurez le plus de chances de faire cette rencontre pour le moins intéressante. Le gacha de Kolo, de son petit nom, ou le Odokuro, si tu préfères, c'est un petit peu plus facile à prononcer. Ouais, c'est plus facile, je préfère. Puis comme c'est son nom un peu secret, tu peux te la péter en soirée comme ça quand on parle yokai. Ouais, du coup, personne ne comprend de qui je parle, quoi. Non, mais tu peux dire non, mais tu sais, il a un autre nom. D'accord. Il est plus facile à dire. Alors, de quoi il tient son nom, celui-ci ? Alors, tout comme la Kochisake Onna, il a un nom qui reflète un petit peu de quoi il est composé, puisque ça vient du son qu'il fait en marchant, qui est gatti gatti. D'accord. Et gatti gatti, c'est le son que font des os ou des dents quand ils se frottent les uns contre les autres. Et Dieu sait que les Japonais adorent les onomatopées. La première fois que mon dentiste m'a dit « fais gatti gatti », je l'ai regardé, quoi ? Et donc c'est ça, c'est frotter, enfin pas frotter du coup, taper vos dents contre les autres, donc ça doit faire le bruit similaire, je suppose, qu'à des os qui se tapent les uns contre les autres. Et comme c'est un sacré sac d'os, eh bien il fait gatti gatti quand il marche. D'accord. Et donc le reste de son nom, Odokuro, qui signifie grand crâne ou grand squelette selon le traducteur, et on saisit un petit peu facilement l'idée d'où vient son nom. Bah oui et non, parce qu'il n'y a pas que le crâne qui est gros. Non, mais... Donc on aurait pu l'appeler grande cage thoracique. Grande cage thoracique, par exemple, ou grand pied. Ce sera ton apport à la légende du gacha de Kolo. Grand pied, ça fait un peu petit pied le dinosaure, tu sais. Sans vouloir l'offenser, hein. Je dis ça parce que des fois je rentre par des terrains vagues. Oui, bah là c'est moi qui vais rentrer de chez toi par des chemins extrêmement flippants. Alors tu ne risques pas de croiser un Odokuro, mais tu risques de croiser un Tanuki par contre. Il y en a un qui rôde en ce moment. C'est vrai. Enfin tu sais pas, t'as peut-être construit sur un cimetière de l'air et d'eau finalement. Oui, on sait pas. Bon, maintenant on sait comment il s'appelle, on sait à quoi il ressemble, mais qu'est-ce qu'il fait ce yokai ? Eh bien il apparaît en général au cœur de la nuit. Donc, comme tu me posais la question tout à l'heure, et sur des scènes témoins de massacres ou tragédies, de masse du coup, puisque si vous avez qu'un seul squelette, ça fera pas un ça fera squelette, un petit Odokuro. Voilà. C'est un mini Odokuro. Un oxymore dans l'appellation. Et il s'amuse à attraper les vivants qui passent par là. Et en général, il utilise ses immenses mains pour vous attraper et vous croquer la tête d'un coup de dent rageur. D'accord, donc il aime bien les têtes en fait. Il aime bien les têtes. C'est charmant. Peut-être que son nom aussi de grand crâne vient de là finalement. Mais c'est bon à savoir parce que si un jour on est invité chez lui, on sait quoi lui offrir. Une petite tête de ton ennemi. Mais avant de vous attraper, de vous mordre, eh bien il aime bien vous stalker un peu. Donc il vous suit. Et quand il fait son petit gachi-gachi, il s'amuse de voir l'effet que ça peut vous procurer. Et là aussi, j'ai du mal à imaginer. C'est-à-dire que vu que le truc il fait 15 mètres de haut, si t'es sur un terrain vague, déjà tu le vois. Ah, je crois bien qu'il apparaît et disparaît il peut apparaître et disparaître. Aussi. Ou alors il se déguise en sapin géant ou un truc comme ça. En pain, du coup, ici. En pain, ouais. En pain géant. Mais ouais, du coup, il apparaît, disparaît à son bon vouloir et vous suit jusqu'à vous attraper. D'accord. Alors, on vous avait donné des bons conseils dans le premier épisode, dans notre épisode pilote, pour vous en sortir. J'ai bien peur qu'aujourd'hui, j'ai une liste beaucoup moins prolixe d'arguments et de tentatives
pour vous sauver. La première et la plus plausible, ce serait de l'épuiser, tout simplement. D'accord. Puisque une fois que la rage et l'envie de se venger auront quitté en fait l'espèce d'agrégation de corps, eh bien il finira par tout simplement tomber, puisqu'il n'aura plus la force mentale, spirituelle en fait de rester accroché. Donc l'épuiser, tu veux dire Tu cours. courir, quoi. D'accord. Et donc celui-là, il se téléporte pas comme le dernier. Non, celui-là visiblement, même s'il apparaît et disparaît, il se contente de courir derrière toi. Bon, après, s'il fait 15 mètres de haut, Il doit courir vite. Hein. il doit courir sacrément vite. Ouais, mais ça doit être dur pour lui de nous attraper avec, tu vois, s'il fait un geste grand avec la main comme ça pour nous attraper. T'as intérêt à être plutôt fin et... Ouais, mais avec l'appui de l'air, Ouais. il doit être très lent au final, ça doit être dur d'être rapide. C'est vrai que tu t'imagines que quand tu fais 15 mètres de haut, t'es pas aussi rapide que... C'est pas très aérodynamique comme mouvement pour un truc de 15 mètres de haut. Non, puis bon, si t'as la chance d'être dans une forêt, t'auras peut-être des arbres qui le retiendront, tout ça. D'accord. Donc en fait, c'est peut-être assez facile de lui échapper au final. Faudrait déjà lui tomber dessus. Parce que du coup... Bah ça, ce serait mon conseil numéro 1, que je pense que je donnerai Donc, à chaque podcast. Ouais. Ne pas le croiser, c'est la meilleure façon de lui échapper, quoi. Je pense. Hein. Je pense que tu as tout à fait raison. Et je pense aussi que ce n'est pas si facile que ça. D'accord. Alors, une autre version de la légende atteste que les charmes Shinto pourraient venir à bout du gacha de Kuro. Il est temps d'aller au temple et de faire des petits achats. Est-ce que tu saurais le nom du charme ou quel charme? Non, c'était juste marqué que les charmes Shinto fonctionneraient. Alors, vous avez en général, dans ceux que vous pouvez acheter, il y en a qui repoussent le mal. D'accord. Parce que, le mal, ce qui est pas bien, hein. Non, pas le mal. Pas le mal. D'accord. On n'est pas... Non, mais je préfère préciser. Je préfère préciser. Non, parce que alors si vous allez au temple et que vous achetez un charme, en général, vous en avez des dédiés à plusieurs choses. Vous en avez pour les accidents de voiture, pour la prospérité, l'argent. Toujours, il y en a un, genre repousser le mal, M-A-L, je précise visiblement. D'accord, merci. C'est nécessaire. Le mal et du coup les mauvais esprits. D'accord. Donc peut-être pouvez-vous tenter votre chance avec un charme Shinto. Avant de passer aux différentes représentations dans le paysage culturel du gacha do Kuro, je pense que c'est à peu près le plan qu'on va aborder à chaque fois, hein. Raconter l'histoire du yokai puis passer dans sa représentation. On va répondre à une question qui semblerait que j'ai posée dans le premier épisode. Semblerait, je ne m'en souviens pas. Moi mais, je m'en souviens, mais tu me l'as posé souviens. cette question. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi je prends l'accent québécois? J'allais prendre l'accent. T'as trop écouté Distorsion. Voilà, oui, bon. Distorsion, très bon podcast. Quelle est la différence, au final, entre un yokai et un yurei? Si vous faites un truc qui descend, là, vous avez le yokai qui est tout en haut, vous avez en dessous le yurei, donc les revenants, les fantômes, et encore en dessous du yurei, vous avez le onryo. D'accord. Pour donner des exemples concrets, le gacha do Kuro dont on parle aujourd'hui, c'est pas un onryo, c'est un yurei. Et le yokai dont on a parlé la dernière fois, donc la Kuchisake Onna, elle, c'est un onryo. Alors, les avis divergent un peu quant à la sous-catégorie du gacha do Kuro. Ce serait plusieurs fantômes, par exemple, donc plusieurs yurei ou un gros yurei. Mais qu'est-ce qui les différencie en gros? Eh ben, le yurei, c'est un fantôme qui est revenu sur Terre car il lui reste quelque chose à accomplir. Et le onryo, c'est la version qui est vraiment, vraiment vénère parce qu'il lui est arrivé une mort tragique, violente. Alors, si on se rappelle de la Kuchisake Onna, elle était morte du fait de son amant, en fait. Donc, pleine de vengeance, elle était revenue sur Terre pour lui faire la peau. Et le yurei, il est mort de famine, par exemple, ou il est mort pendant la guerre. Donc, finalement, il y a personne à qui il en veut vraiment. Il peut en vouloir au système. Il peut en vouloir... D'être mort de la famille. Il peut en vouloir au système, oui. Donc, il mettrait un gilet jaune, du coup. Je sais pas si à l'époque de Sekigahara, les gens étaient... Un kimono jaune, plutôt. Kimono jaune, peut-être. Et donc, ouais, en gros, la différence, ce serait sur de la mort traumatique. D'accord. Donc, par exemple, un onryo a une mort extrêmement traumatique. Et un yurei, oui, mais en même temps, sa rage n'est pas concentrée vers quelqu'un. Donc, en gros, si vous voulez une structure hiérarchique, vous avez le yurei qui chapeaute tout. Tous les revenants sont des yurei. Mais le onryo, c'est une sous-catégorie, un espèce d'évoli qui a mal tourné en fait et qui revient pour tuer les gens, en gros un peu au pif. Je comprends mieux. Alors le gacha do Kuro dont on parle aujourd'hui, c'est un parfait exemple puisque les fantômes sont victimes d'espèces de meurtres de masse entre gros guillemets et ils sont devenus des corps sans nom. Et cette envie de vengeance, c'est leur carburant comme on disait plus tôt, c'est ce qui fait qu'ils sont unifiés et qu'ils peuvent tenir entre eux et ils s'auto-entretiennent dans cette espèce de situation de fantôme vengeur en chassant les vivants. Mais la Kuchisake Onna, elle s'est fait défigurer, elle est morte en fait du fait d'un seul homme. Donc elle en a gros sur la patate, mais elle finit par s'en prendre en fait à tous les hommes, bon selon certaines légendes les femmes aussi, mais à tous les hommes qu'elle croise et qu'elle cherche. Donc yurei, onryo, ça te paraît clair toi ou... Bah maintenant oui, c'est clair. Moi je vois la petite pyramide que tu as décrite juste avant. Yokai, yurei, onryo.
c'est clair. Mais alors, pour être honnête, en faisant mes recherches sur Internet, je me suis rendu compte que même si les définitions ont l'air claires, la limite n'est pas si claire que ça. Il y a des gens qui diraient que, par exemple, la Kuchisake Onna, c'est quand même un Yurei et pas un Onryo, et que le Gacha no Kuro, c'est un Onryo. Enfin, c'est un peu libre à l'interprétation de chacun, finalement. D'accord. Parce qu'au final, je pense que les concernés s'en tapent un peu. C'est ça. Et puis, je pense qu'on le ressassera beaucoup lors de ce podcast, mais finalement, le yokai, c'est pas comme s'il y avait une Bible qui établissait des règles strictes et directes, comme la Bible, justement. Voilà, c'est quelque chose qui s'est construit au fur et à mesure des légendes urbaines japonaises. Ça commence à l'époque Edo et t'en as encore aujourd'hui. Donc, forcément, vous avez encore une fois 1000 interprétations et 1000 versions d'une même légende. Et puis, j'y pense là, en t'écoutant, mais je nous verrai même dans futurs épisodes, dépasser nous-mêmes les limites et pas faire que des yokai, mais aller sur les kami aussi. Par exemple, oui. Parce que les kami, à l'origine de la création du Japon, il y a des histoires assez sympas, quoi. Et je pense que t'aurais des gens qui te diraient que c'est un yokai et d'autres qui te diraient que c'est pas du tout un yokai. Ouais. C'est encore une fois une limite qui paraît finalement un peu complexe. Et le yokai tel qu'on l'imagine aujourd'hui, encore plus aujourd'hui à l'instant T, et bien finalement c'est surtout l'image, si vous cherchez un peu en fait sur internet, dans les jeux vidéo, sur les séries, tout ça, vous avez une image extrêmement homogène du yokai, ces espèces d'estampes de l'ère Edo qu'on retrouve dans des jeux vidéo, qu'on retrouve dans des séries, et c'est comme si le yokai avait un petit peu perdu... C'était mieux avant. C'était mieux avant. Non, mais il a perdu, en fait, au fur et à mesure du temps, sa définition plus large pour devenir un espèce de symbole d'une certaine partie de la culture japonaise dans le monde. Et je pense que c'est aussi ça qu'on essaye d'explorer dans ce podcast. C'est un peu la définition la plus large possible du yokai et ce à quoi ça fait référence de manière globale. Oui, nous, ce qu'on veut faire découvrir, ce sont des entités qui ont peut-être existé, ou peut-être pas. Qui existent peut-être encore. Et qui existent peut-être encore, quand vous nous... Alors, moi, j'ai une théorie, mais peut-être que... Là, vous écoutez le podcast et elle est juste derrière vous. Je viens d'avoir un frisson. Ah, ça veut dire que j'ai bien fait mon truc. Alors, pour vous rassurer, ma théorie, mais qui n'engage que moi, donc, et en fait, je pense à cette théorie par rapport au yokai qui vous coupe la tête si vous vous coupez les ongles le soir. Oui. C'est que je pense que... Mais je crois qu'on en avait parlé à l'épisode d'avant. Tu as parlé de cette légende-là, mais t'as... Ah, si. De ma théorie, comme quoi, oui. Si vous êtes en France, les yokai, ça n'existe pas en France, ça existe qu'au Japon. Donc, il faut venir au Japon mais pour... ça, c'est la théorie de Mathieu. Voilà, c'est la mienne. Elle est pas testée, mais bon, j'espère que vous ne testerez jamais l'antithèse. J'ai jamais croisé de yokai en dehors du Japon. Mais ni au Japon. Ou peut-être que tu les as croisés, mais tu ne le sais pas. Mais alors, une petite note connexe, puisqu'on est un peu sur l'image du yokai. L'image du onryo, qui s'est beaucoup démocratisée en fait récemment. Elle est associée en fait à l'image d'une femme pâle aux longs cheveux noirs, qui sort par exemple de la télévision, n'est-ce pas? Par exemple. Non, mais c'est vrai que c'est une image, c'est quasiment devenu une image d'épinal du onryo, cette femme très très pâle avec des longs cheveux noirs devant la tête. Mais finalement, vous le voyez aujourd'hui, ça peut s'étendre à beaucoup plus de choses différentes. D'ailleurs, j'en parlerai dans la partie culturelle, mais le onryo, c'est le nom, onryo. Il me semble que c'est le premier boss de Nioh. Ah ouais? Et c'est un espèce d'ogre. Ah, ça n'a rien à voir... Donc c'est un espèce de truc bien vénère, musclé. Alors peut-être que je me trompe, mais c'est vraiment le souvenir que j'en ai. Oui, onryo ki, donc mais bon, c'est onryo quoi, il y a onryo dedans. Bah le ki, je pense pour esprit. Ouais, donc c'est un truc, c'est un troll quoi, c'est un ogre, c'est un truc bien vénère quoi. Mais il est justifié dans Nioh comme étant là par pure haine. Il a envie de revanche. C'est comme ça que... Bah finalement ça... Donc ça concorde avec la définition. C'est juste l'apparence qui est différente. Bon, ben merci Amandine pour cette définition. De rien, je suis là pour ça. Je sais pas si tu vas le mettre comme ça dans le podcast. Merci beaucoup pour cette explication pyramidale de ce qu'est un yokai, yurei et onryo. C'est quasi business là, on arrive à une... C'est ça. La prochaine fois, on vous fait une BCG de yokai. Et donc, peut-être que maintenant, on va passer sur des choses un peu plus concrètes. C'est ce qu'on aime, nous, dans le yokai, c'est le concret. On aime le concret. C'est où c'est qu'on les voit. Où c'est qu'on les voit. Dans le paysage culturel, pas en vrai, évidemment. La représentation la plus connue du Gacha no Kuro, je pense que vous la connaissez. Et sinon, il vous suffit d'allumer votre téléphone ou tout autre dispositif sur lequel vous écoutez le podcast et de regarder. C'est l'illustration en fait qu'on a choisie pour le podcast et c'est une estampe réalisée par Kuniyoshi. Kuniyoshi Utagawa. C'est théoriquement l'origine du Gacha no Kuro. Donc c'est une estampe qui a été réalisée dans les années 1800, donc ça commence à remonter un peu. Mais en fait, l'histoire du Gacha no Kuro ne remonte que aux années 1970. D'accord. Pourquoi? Alors, on va revenir sur les faits encore une fois, n'est-ce pas? Dans le dictionnaire des yokai,
qui a été publié en 1970. C'est la première fois qu'on définit et qu'on donne un nom au gacha dokulo, donc cette forme de squelette géant, jusqu'à ce qu'il fasse son chemin jusqu'à nous et que le mangaka Shigeru Mizuki nous en parle aussi dans son bestiaire des yokai, son fameux bestiaire des yokai. Shigeru Mizuki, c'est celui qui a fait Gegege no Kitaro. C'est exactement ça, oui. Alors, ça, c'est un des commentaires qu'on nous a fait. Un des premiers. Un des premiers. Et moi, je m'engage personnellement, mais pas dans les mois qui viennent, hein, ça va prendre du temps, à lire son œuvre. Mais c'était prévu. Hein. Parce que, oui, effectivement, on a un podcast de yokai, mais on n'a pas lu, ni toi ni moi, l'œuvre de Mizuki Shigeru. Mais c'est quand même important. C'est important. D'autant plus important que actuellement, on est en train de tourner ce podcast à côté de Chofu, à Sangawa. En fait, tu fais de la pub, c'est de la promotion cachée pour... Voilà, je suis empoché par la mairie de Sangawa pour faire de la pub. Et il se trouve qu'en fait, Sangawa et Chofu, en fait, c'est un lieu qui est très attaché à Shigeru Mizuki parce que le temple où se passe son histoire, il me semble, se trouve à Chofu. Ça veut dire que les bus ont leur dessin dessus, que là, on vient d'avoir un petit enfant avec ma femme, il se trouve que les lettres envoyées par la mairie de Chofu pour les crèches ou les choses comme ça, les enveloppes sont toutes avec des dessins de Gegege no Kitaro dessus. Donc on est vraiment imprégné de cet auteur. On fait notre mea culpa, on n'a pas lu l'œuvre intégrale de Shigeru Mizuki avant. Non, après j'ai le dictionnaire des yokai chez moi, par exemple, de ce même homme. Mais on va le lire. On va le lire. Il faut que je l'achète. Par contre, j'ai fait Yokai Watch, voilà. Qui se passe à Tsukuba, là où j'habitais avant. Comme quoi tout est lié. Tout est lié. Tout est lié. Bon, revenons au gacha dokulo, Mathieu, tu veux bien ? Vas-y. Le gacha dokulo tel qu'on le connaît aujourd'hui, il voit son apparence en fait basée sur cette illustration de Kuniyoshi qui décrit le combat entre une sorcière qui s'appelait Takihasha et qui en fait combat aux côtés de ce fantôme de squelette. Mais à l'époque, quand l'illustration a été réalisée, ce n'était pas un gacha dokulo, c'était juste... Un gros squelette. Qu'elle avait invoqué en fait. Donc pour ceux qui ne connaisseraient pas, Kuniyoshi Utagawa, c'est un maître de l'art ukiyo-e, mouvement artistique que vous devez connaître, je pense, puisque la vague de Kanagawa, la fameuse de Hokusai, provient aussi de cette mouvance artistique qui était à son apogée entre 17e et 19e siècle à peu près. C'est un grand nom au même titre que Hokusai, quoi. Les moins deux connu. sont beaucoup moins connu. D'accord. Ouais, en général les gens citent Hokusai, mais c'est vrai que on en parlait là en off, mais il y a eu une rétrospective à Shibuya, moi j'y étais, je pense que tu y as été aussi. C'est une magnifique rétrospective d'ailleurs. J'adore. Où j'ai acheté ma petite estampe du gacha dokulo qui trône au-dessus de mon lit. C'est un maître aussi aux côtés de Hokusai. Je pense que c'est les deux, un grand représentant de cette époque. D'accord. Et donc dans cette estampe qui est la plus connue, il a représenté l'histoire de, comme je le disais, la princesse Takihasha, qui était en fait fille d'un daimyo. Et donc il lance une révolte, il échoue, se fait tuer. Et les ennemis, pour se venger, veulent revenir dans son château pour s'y attaquer. Et évidemment, s'attaquer à la jeune fille en détresse qui est là. Sûr. Et elle invoque une armée de yokai et de fantômes dans la légende originale, qui est retranscrite en gacha dokulo du coup sur cet estampe, pour se défendre contre ses ennemis. C'est bien déjà d'avoir dans les histoires d'antan des femmes qui savent se protéger. Ouais. Ouais. Et alors, il n'y a pas ça dans la représentation, mais en fait, il y a le soldat qui s'appelle Oyataro Mitsukuni qui arrive, qui regarde le gacha dokulo et paf, il est fini. D'accord. C'est la partie un peu badass de la légende quand même. Alors, vous pouvez tenter aussi cette solution. C'est une solution du coup. Voilà, vous le regardez dans le blanc des yeux. Dans le noir des yeux. dans le noir des yeux, des orbites, et vous tentez de l'impressionner avec un regard extrêmement... Est-ce qu'il faut dire pouf Tu peux tenter. D'accord. Tu peux tenter un gachi gachi. Gachi gachi. Tu peux tenter une blague aussi. Je sais pas trop. Tu connais celle. Alors c'est un squelette qui rentre dans un bar. Oui, du coup, je peux peut-être parler de où est-ce qu'on le retrouve dans ma catégorie favorite. Le jeu vidéo. Parce qu'il faut dire que le gacha dokulo est extrêmement photogénique. Je pense qu'on l'a tous vu ou croisé au moins une fois dans notre vie. Alors il est plus ou moins bien exploité. Alors, déjà on le retrouve dans Yokai Watch. Mais à partir de maintenant, on ne citera plus Yokai Watch, à part s'il y a une raison bien particulière, parce que les yokai dans Yokai Watch sont tous gentils. Oui. Alors, bon, ils sont mais gentils. Voilà. Mais voilà, mais il y a quand même une échelle entre le yokai de Yokai Watch et la Kuchisake Onna ou le gacha dokulo. Voilà. On n'est pas dans le même genre de blague. Même s'ils sont dedans, mais... C'est une autre version, un univers alternatif. Voilà. Moi, je pense notamment à deux jeux dans lesquels son apparition m'a vraiment marqué. Et là, il est vraiment badass. Le premier, c'est vraiment lui. C'est lui pendant la bataille de Sekigahara. Donc c'est en plus historiquement c'est l'origine quoi. Oui et non, parce que c'était des gens qui étaient morts pendant la bataille de Sekigahara, donc normalement ils n'auraient pas eu le temps de... Ouais, ils sont morts et puis de suite. Parce qu'en fait le niveau avant ce boss, parce que c'est un boss, tu participes à la bataille.
Donc on peut imaginer que dans le jeu, donc je parle de Nioh, il se trouve que dans le jeu, il y a l'Amrita, une sorte d'essence qui a des pouvoirs magiques et qui crée des yokai ou des choses comme ça. Donc voilà, peut-être que influencé par cette substance, il sort de suite au lieu de maturer pendant... Et ce serait bien pour le vin, ça. Mais bon... C'est un squelette géant, effectivement, plus de 15 mètres même. Et pour le tuer, il faut s'attaquer à des parties. Il a de l'Amrita, justement, sur certaines parties du corps, et il faut détruire ces parties-là. Il faut viser des endroits en particulier, voilà. Honnêtement, ce niveau est très chiant. Alors quoi, ça brille, ça a une couleur différente. C'est rouge. Dans mes souvenirs, hein, je ne l'ai pas refait pour ce podcast, mais dans mes souvenirs, c'est-à-dire il y a un an, c'est l'image qui m'est restée en tête. Et c'est tout un niveau à parcourir, parce qu'en fait, il est au centre du niveau. Tu dois faire tout le tour en passant par plein de monstres, etc., notamment beaucoup de Onryo, pour pouvoir l'atteindre, à différentes parties. Et honnêtement, ce combat de boss est très mal fait. Tu meurs 50 000 fois, tu sais pas pourquoi. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient ragé sur ce niveau. Ouais. Donc je suis bien content d'avoir réussi au final et je n'y reviendrai pas. Mais il est bien représenté. Il est géant, il est beau, il fait pas gachi. Il balance du feu d'ailleurs, il balance des boules de feu, il me semble. Et un yokai, il fait ce qu'il veut. Ils prennent des libertés sur le scénario. Ils prennent des libertés par rapport à Odokuro. Moi, je préfère l'appeler comme ça. Mais voilà, du coup, il est vachement kakoi, ce qui veut dire cool en japonais. La deuxième apparition, et là, pour le coup, elle est vraiment mieux, même si le combat est un peu spécial aussi. C'est pas dit que c'est un gacha dokuro, mais on le trouve dans les catacombes. C'est un squelette géant. Ça y ressemble quand même. Ça se passe au Japon ? Parce que selon ta définition... Ça ne se passe pas au Japon, mais c'est un jeu japonais. Ok. Alors du coup, ça marche ou pas ? Ça marche, parce que si le jeu... tu commences à renier tes propres règles, de tes propres définitions... Ça marche, parce que le jeu est créé au Japon, donc il est d'essence japonaise. Je parle de Dark Souls, notamment Dark Souls 3. Où, après avoir traversé les catacombes jusqu'au bout, on arrive à un squelette géant qui s'appelle Volnir. Effectivement, dans la description, c'est pas un conglomérat de plein de squelettes. Enfin, c'est pas dit, donc peut-être que ça l'est, mais on ne le sait pas. Ce qu'on sait, c'est que pour y arriver, on est poursuivi par une bonne quarantaine de squelettes. C'est là où il faut couper le pont et ils tombent tous dans le trou et on se gosse goulûment je sais pas si ça se dit, mais je le dis. Et pour le tuer, en fait, il a des bracelets autour des bras et il faut casser les bracelets. C'est ça qui est marrant, c'est que dans les deux représentations de ce boss dans ces deux jeux, on peut pas le tuer directement, en fait. On est obligé de le tuer par des moyens détournés. C'est-à-dire que c'est, comme tu disais, un squelette avec une cage thoracique ouverte, pas de chair, pas de cœur, donc ça me paraît difficile de se dire que tu peux le tuer d'une façon directe, en coupant la tête, peut-être. Tu peux tuer des squelettes, quand même. Les petits squelettes des catacombes, tu les tues. Oui. Tu les détruis en plein de petits morceaux. Donc, du coup, un truc qui fait 15 mètres de haut, ça me paraît plus... Ouais, c'est vrai. Je n'ai pas joué au jeu que tu cites, donc je ne pourrais pas attester. Mais... Il vient directement des abysses, d'ailleurs. Donc il y a un gros nuage noir qui vole autour de lui, il faut pas aller dedans. Mais c'est très classe. Je vous conseille donc Dark Souls 3 et Nioh. Et je suis très content de parler aussi d'un troisième jeu qui me tient à cœur. Alors, à la différence de Yokai Watch, qui est un bon jeu, je dis pas le contraire, mais qui, je pense, banalise un peu les yokai, je vais parler de Shin Megami Tensei, qui, lui, pour le coup, garde tout le côté malsain et tout le côté dangereux des yokai. Alors, ils font pas que des yokai. C'est une sorte de, pour vulgariser vraiment, c'est une sorte de Pokémon aussi, ou de Yokai Watch, c'est-à-dire qu'on joue des héros, mais en fait on peut apprivoiser des yokai, ou des entités surnaturelles, parce qu'il n'y a pas que des yokai, on retrouve aussi des dieux scandinaves, enfin on retrouve toute une mythologie, tout ce qu'on a dans la mythologie des dieux grecs, Mara qui représente le mal. Donc dans Shin Megami Tensei, parmi ces entités, il y a le gacha Dokuro. Donc je pense que ça nous fait quand même pas mal de jeux vidéo. Est-ce que dans celui-là, il est aussi très classieux et... Tu peux le battre ou pas ? Alors, dans ceux-là, il t'accompagne. Oh, il est gentil ? Alors, t'en affrontes, mais tu peux aussi les recruter. On n'a pas tout à fait menti, du coup, on a quand même présenté un yokai qui potentiellement peut être un peu sympa. Ouais, il y en a plein de jeux dans les Shin Megami Tensei. Il y a le 5e qui devrait sortir sur Switch, pas dans 1 an, 2 ans, ils l'ont annoncé, mais bon, quand sortira-t-il, je ne sais pas. Mais par contre, tous les yokai, on peut négocier avec eux et soit les corrompre avec de l'argent. Et oui, reste très pragmatique. Soit les faire venir dans ton équipe par différentes méthodes, en les battant, en leur parlant d'une certaine façon. Honnêtement, je ne me souviens pas comment tu peux l'apprivoiser. Chaque entité a sa manière. À sa manière, ouais. Du coup, oui, il est très classe dedans. Rien que pour le plaisir de l'avoir dans ton équipe, je pense que ça peut valoir le coup d'essayer le jeu. Voilà pour les apparitions. En fait, en faisant les recherches, on s'est rendu compte qu'il apparaît vraiment dans beaucoup de jeux vidéo. Je vous ai cité les apparitions qui m'ont marqué et où je trouve qu'il est classe. Après, il y en a beaucoup d'autres. Après, c'est vrai que, comme je disais, il est extrêmement photogénique, quoi. C'est un squelette géant, ça fait toujours très classe, surtout dans des jeux un peu RPG. Oui. Là où je l'ai aussi retrouvé, c'est dans un jeu qui est pas du tout asiatique, qui est complètement français, qui s'appelle Pathfinder.
un RPG en ligne, mais par exemple, vous l'avez peut-être aussi aperçu dans la parade des monstres dans Pompoko, donc quelque chose de beaucoup plus sympathique a priori. Et apparemment, la Kuchisake est aussi dans Pompoko, non? Mais je pense qu'elle y est parce que c'est la parade nocturne des yokai, et donc du coup, il y a beaucoup de yokai différents qui se retrouvent dedans. D'accord. Alors dans Pompoko, je sais pas, je les ai pas fait un par un, mais il est fortement possible que la Kuchisake en fasse partie, puisque finalement c'est un yokai, elle a le droit. Hein. Elle a le droit, c'est son droit. C'est pas parce qu'elle a coupé quelques... Non, elle a le droit de manifester quand voilà, même. quelques... Elle n'a pas mis son gilet jaune. Comme Mais... tous. Ah bah, dans la parade nocturne, il faut, sinon on risque de se faire écraser. Ouh là là. Ok, on enchaîne. Mais alors, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Selon ta définition et ma définition du yokai, où est-ce qu'on met la limite entre un squelette et un gacha d'Okuro? Bah déjà la taille. La taille, pour toi, c'est toi qui compte, bah, bravo, super. Non, mais, honnêtement, s'il y a un squelette qui n'est pas un amas de squelettes et qui fait 15 mètres de haut, ça veut dire que les géants ont existé sur cette terre. Ce serait une belle découverte. Ce serait une belle découverte. Après, ça voudrait dire que le géant a un gros sur la patate, donc ça c'est un peu moins cool. Mais non, personnellement, j'en ai jamais vu, donc je pense que c'est plutôt... c'est la taille. C'est la taille. Ouais. Non, je pense aussi ce qui est important, c'est le fait que ce soit composé de plusieurs autres squelettes, parce que quand vous le retrouvez par exemple dans Nioh, tu avais l'air de dire qu'il était issu de plusieurs autres squelettes pour faire ce gros squelette. De loin, on le voit pas, parce qu'on le voit de loin au début, donc on le voit pas. Mais si on s'en rapproche, je viens de regarder des modèles textures. Finalement, on voit que c'est un amas de squelettes. Donc parce que par exemple, une autre des références que j'ai trouvées, c'est une carte dans Yu-Gi-Oh! C'est aussi un gacha d'Okuro. Est-ce que là, il va jusqu'à dire que j'ai pas lu la description de la carte, mais est-ce que c'est juste un squelette géant ou un amas d'autres squelettes? Je pense qu'on peut mettre aussi la différence à ça. Donc, ce serait la taille et le fait que ce soit une entité seule, ou plutôt une agrégation d'autres entités qui forment ce squelette géant. Donc je pense qu'on pourrait conclure sur l'idéologie, enfin qu'est-ce qu'un gacha d'Okuro? Quelque chose de grand. Qui est un amas. Qui est un amas d'autres squelettes. Voilà. Ça fait penser à Katamari Damacy, je suis désolé. Il la retenait depuis le début du podcast. Voilà. Mais c'est un concept qui s'exporte très bien. Donc là, on l'a dit, dans un jeu français aussi, vous l'avez retrouvé. Mais j'ai mis la main sur un court-métrage qui est disponible en ligne et que tu as regardé aussi, je crois d'ailleurs, Mathieu. Oui. Qui s'appelle Odokuro. Donc en plus, voilà. On est dans... on est dedans. On est dedans, on est dans les goûts de Mathieu. Et qui est réalisé par Corio Voltaire. Et on retrouve en fait l'essence du gacha d'Okuro. Mais dedans, le squelette, il est tout petit. C'est pas un squelette géant. Rien ne nous dit que c'est pas un amas de tout petits squelettes. Effectivement, puisqu'en plus, il est représenté par un singe rat. Donc qui est une créature empruntée en fait à Peter Jackson. D'accord. Et il est tout petit dans le sens où il fait pas 15 mètres de haut, mais c'est un squelette qui se balade. Donc c'est vrai que comme tu le dis, c'est mea culpa, peut-être qu'il est lui-même un amas de plusieurs autres petits squelettes. Et donc ce petit court-métrage, il dure 6 minutes. Vous pouvez aller le voir, franchement c'est très sympathique et je pense que ça vaut le détour. On suit ce petit singe. Et c'est un peu un fond de morale en fait générale sur la vie et l'univers. Bon, il y a encore une fois pas un scénario extrêmement long, hein, mais c'est un bon moment. C'est un truc en stop motion, c'est vraiment super sympa à regarder. Bah, tu mettras le lien dans Je mettrai le lien bien sûr dans l'article en fait où on mettra toutes les sources. Et dans ce court métrage, l'idéologie du yokai, elle porte l'histoire que le réalisateur veut faire passer, mais finalement elle se détache beaucoup de l'imagerie yokai japonaise classique qu'on peut trouver. On retrouve donc l'idéologie yokai dans le sens où le gacha d'Okuro, même s'il est tout petit, il est là, mais en même temps vous avez des valeurs et des représentations qui sont très très européennes aussi. Donc c'est un mélange qui, à mes yeux, est réussi. D'accord. Donc un gros Susume. Un gros Susume de ma part, ouais. Mais écoute Amandine, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Je pense qu'on a été exhaustif sur le sujet, en tout cas à la hauteur de nos connaissances à l'heure actuelle. Et à la hauteur de nos moyens et de notre temps. Voilà. Mais je pense qu'on pourrait lancer ça en fait. C'est-à-dire que si vous avez des choses à rajouter, n'hésitez pas. Nous, on est preneurs. Bien sûr. Et ça peut lancer, on peut faire, chaque podcast lance une discussion sur le yokai en question et enrichissons-nous tous ensemble. On sait pas tout, on n'a pas pu tout trouver non plus. Donc vous pouvez nous retrouver, alors c'est facile. On a mis les liens de nos comptes Twitter sur la description du podcast, donc vous pouvez nous contacter facilement là. Moi je suis sur Facebook, toi aussi tu es sur Facebook au nom de Mensetsu. Au nom de Mensetsu. Ton autre podcast. Et puis comme d'habitude, je sortirai comme d'habitude, c'est que la deuxième fois, hein, je sortirai un article en fait avec un résumé des sources et vite fait de la légende. Et retrouvons-nous là. Si vous avez des choses à rajouter, on sera très heureux de débattre avec vous. Ou vous pouvez nous écrire. Écrivez-nous des mails. On est moderne. Pas comme les yokai. Quoique, il y a peut-être des yokai technologiques. Attention, moi j'en ai déjà en tête là. Bon, eh bien on verra ça. On vous souhaite
une bonne soirée, car je suis sûr que vous écoutez ce podcast la nuit. Je pense que c'est une règle que C'est un vous devriez prérequis. vous fixer quand Voilà. vous écoutez ce podcast. Écoutez-le la nuit, seul de préférence. Pourquoi pas dans la rue? Dans la rue. Ce soir, je conseillerais un cimetière. Moi, je dirais dans la forêt, en fait. Oui, une forêt. Avec Faudrait plein bien d'angles s'envoyer du morts. brouillard. Et alors, écoutez bien si vous entendez les gachi-gachi. Sachant que l'onomatopée n'est pas fidèle au bruit, au réel. Hein. C'est pas gachi-gachi, hein. C'est un bruit d'osselet, peut-être. Claquez les dents pour voir. Voilà. Donc, on vous souhaite une bonne soirée. Et faites très attention.楽しき時は集まご無沙汰の顔が集まる満たされた魂で挑む世知辛さ支えは人となり勝負はこれからさ北さ南さ東さ西さ地獄の蓋が開いた会いたいと泣いた魂の宿は胸の中我が宝ほら笑ったまた会いましょう向かう約束の場所また会いましょう向かう約束の場所また会いましょう向かう約束の場所また会いましょう年に一度吹く盆の風に乗りあなたの声が聞こえる花添える引き止めず背を押すあの世この世の魂が入り混じる夏祭り喜びで洗い流す今夜の宴あの悲しみは今じゃ笑みを浮かべ花も実もない枝に止まって歌って集い温めまた別れさあ飲めや大黒踊れや恵比寿亀の座敷に鶴の声日が沈めど日が昇れど盆も盆様も笑う風の盆日が沈めど日が昇れど日が沈めど日が昇れど日が沈めど日が昇れど盆も盆様も笑う風の盆あなたを超えていこうと心配しないで俺たちは大丈夫忘れた頃にまた吹く風去年よりずっと強くなった飲めや大黒踊れや恵比寿亀の座敷に鶴の声日が沈めど日が昇れど盆も盆様も笑う風の盆